Bonsoir, je commence par le point sur la situation internationale de la pandémie de Covid-19. Nous approchons ce soir des 500 000 cas dans le monde, 495 000, dont 82 000 en Chine et 413 000 hors de Chine. 120 000 personnes sont guéries, 175 pays sont concernés par cette pandémie. Et comme vous le savez, l'Europe est l'épicentre de la pandémie avec plus de 265 000 cas et plus de 14 500 morts. On observe une très forte augmentation des cas aux États-Unis, près de 13 600 cas de plus qu'hier, et c'est désormais le troisième pays le plus touché au monde. Après la Chine, les pays les plus concernés en nombre de cas sont l'Italie, 74 386, puis les États-Unis, 69 246, l'Espagne, 56 188, l'Allemagne, 41 500 et l'Iran, 29 406. En termes de décès, le total est de 22 184, dont 3 293 en Chine, 18 891 hors de Chine. Et les pays les plus touchés sont l'Italie, 7 503 décès, l'Espagne, 4 145 et l'Iran, 2 234. En France, vous le savez, nous sommes face à une épidémie majeure d'extension nationale et qui continue à s'aggraver. Nous avons mobilisé l'ensemble des ressources de santé, mobilisé l'ensemble des établissements publics et privés grâce à un plan blanc, avec une déprogrammation massive sur toute la France de tous les actes médicaux et chirurgicaux non urgents. Et nous basculons progressivement vers une surveillance en population, une surveillance dite syndromique qui permet de repérer les actes médicaux, les consultations, les passages aux urgences et le recours au laboratoire de ville. Ce soir, nous estimons qu'il y a 29 155 cas confirmés par test PCR, mais nous allons de plus en plus basculer vers une surveillance adaptée à l'épidémie, c'est-à-dire à une évaluation réelle du nombre de cas d'après nos professionnels de santé. Cette évaluation est donc faite à partir d'un échantillon de médecins sur l'ensemble du territoire national. Elle est faite au plus près du terrain et elle permet ensuite d'adapter nos chiffres à une extrapolation sur l'ensemble du territoire français. Ce réseau est identique à la surveillance des grands événements, aux événements notamment climatiques, canicules ou vagues de froid, et aux épisodes de grippe saisonnière, donc tous les hivers. Cette méthodologie, au plus proche du terrain, remontée par les professionnels de santé de ville, est la méthode considérée comme de référence en stade épidémique. Santé publique France concentre sa surveillance sur l'activité hospitalière avec le passage aux urgences, les hospitalisations en réanimation et la mortalité hospitalière. Elle surveille et elle renforce donc la surveillance de l'activité de ville, avec en particulier la consultation par SOS médecins ou par des médecins sentinelles, mais aussi l'activité des laboratoires de ville. Elle remonte aussi des données d'état civil transmises par l'INSEE, et vous savez que nous avons demandé des remontées de la mortalité dans le secteur médico-social, et notamment en EHPAD. Ces données sont en cours de consolidation, elles seront testées ce week-end et seront présentées en début de semaine. La mortalité totale, je vous le rappelle, concerne des personnes qui sont décédées en milieu hospitalier, décédés en EHPAD ou décédés à la maison. Et toutes ces données sont évidemment transmises à l'officier d'état civil en mairie, puis transmises à l'INSEE et à Santé publique France. En ce qui concerne les données hospitalières, plus de 576 établissements de santé nous ont déclaré des cas aujourd'hui. 13 904 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19. Toutes les régions sont concernées. Dans les Outre-mer, Réunion, Martinique, Guadeloupe, nous comptabilisons 53 personnes hospitalisées, dont 21 en réanimation, et nous déplorons 2 décès en Martinique et en Guadeloupe. 3 375 cas graves sont actuellement hospitalisés en réanimation. Vous savez que nous avons des formes graves chez les adultes jeunes, chez les adultes plus âgés. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans et 58% ont entre 60 et 80 ans. En milieu hospitalier, nous avons désormais 1696 décès depuis le début de cette surveillance hospitalière.
Et nous déplorons aujourd'hui le décès d'une adolescente de 16 ans survenue en Île-de-France. Ce jour, sur l'évolution de la mortalité toutes causes confondues, nous observons une hausse de la mortalité par rapport à l'attendu dans 5 régions. Grand Est, qui observe une hausse de 29,9% sur la dernière semaine, la semaine 12. Les Hauts-de-France, plus 12,8% pour la même semaine. Bourgogne-Franche-Comté, 18,9% d'augmentation. L'Île-de-France, 13,7% d'augmentation. Et la Corse, 39,2%. Il s'agit essentiellement d'une mortalité observée chez des personnes de plus de 65 ans. Je termine par une bonne nouvelle. 4 948 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. On voit que ce chiffre progresse très vite. Et donc, on rappelle que même s'il y a des formes graves, même s'il y a des décès, il y a une immense majorité de personnes qui guérissent et qui sortent de l'hôpital ou qui ne vont même pas à l'hôpital, qui restent confinées à domicile et guérissent de façon tout à fait naturelle. La surveillance en population maintenant. Sur les activités d'hier, 3 643 passages en milieu hospitalier, soit 18% de l'activité totale des hôpitaux pour une suspicion de Covid-19. 1500 interventions de SOS médecins, là aussi pour une suspicion de Covid-19 au cours de la seule journée d'hier. En ce qui concerne l'activité de ville, dans les laboratoires d'analyse médicale de ville, depuis le 9 mars, 11 500 tests ont été réalisés, dont 3 491 sont positifs, ce qui veut dire que 30% des tests réalisés sont positifs. En termes de proportion d'hospitalisation après passage en milieu hospitalier pour suspicion de Covid, on a 37% des personnes qui restent hospitalisées et la proportion d'hospitalisation en réanimation reste stable à 5%. La France fait donc face à une épidémie de Covid-19 inédite, sévère, rapide. Nous devons tous être solidaires. Les mesures de confinement sont nécessaires, absolument nécessaires, pour freiner au maximum cette épidémie et éviter la saturation de nos hôpitaux. Les personnes fragiles ont besoin de nous pour les protéger. Nos aînés ont été et seront gravement touchés. Pour sauver des vies, restez chez vous. Nous avons basculé sur une surveillance en population, une surveillance dite syndromique. Cette évaluation, comme je vous l'expliquais, est faite grâce à des médecins volontaires sur l'ensemble du territoire. Ce réseau est identique à la surveillance des événements de type canicule ou des événements épidémiques de grippe hivernale. Il est connu et reconnu pour la qualité de ses données. Et cette méthode, au plus proche du terrain, au plus proche de l'ensemble des territoires, est la méthode de référence en épidémiologie. C'est pourquoi le chiffre de 42 000 a été avancé ce matin pour estimer le nombre de personnes qui ont consulté pour une probable infection à coronavirus et qui ont consulté donc leur médecin traitant la semaine dernière. Face à l'épidémie et afin de protéger les citoyens les plus fragiles, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de mesures de protection concernant les EHPAD, les établissements d'accueil des personnes âgées dépendantes. La suspension intégrale des visites, qui est une mesure douloureuse mais nécessaire, et d'autres mesures d'organisation interne afin de tout faire pour ralentir la propagation du virus. Devant l'urgence de la situation, des mesures de limitation drastique des déplacements ont été évoquées par les professionnels de ce secteur qui sont pleinement mobilisés et qui font un travail admirable au quotidien. Elles ont évoqué notamment le confinement préventif en chambre de l'ensemble des résidents d'un établissement. Ces mesures, qui sont motivées par l'urgence sanitaire, soulèvent, vous l'imaginez, de nombreux enjeux juridiques et éthiques au regard de la préservation des droits fondamentaux des résidents, et notamment des résidents atteints de troubles cognitifs et déambulants. Le gouvernement souhaite être éclairé en urgence par le Comité consultatif national d'éthique sur les avantages de telles mesures sur le plan de la santé publique, mais aussi des conditions à mettre en œuvre pour garantir le respect du confinement par les patients atteints de troubles cognitifs. Le gouvernement attend donc du Comité consultatif national d'éthique de savoir si cette décision paraît justifiée et si oui, quels garde-fous devraient être prévus. Nous devons faire bouclier de la nation pour nos personnes âgées et pour les personnes les plus fragiles autour de nous. Nous avons aussi évidemment une pensée toute particulière pour les personnes en situation de handicap. Une attention quotidienne doit leur être portée encore plus que d'habitude
afin de leur permettre de pouvoir poursuivre au mieux leurs activités du quotidien et surtout conserver une qualité de vie optimale durant cette période si difficile du confinement. Prenez des nouvelles, proposez-leur de l'aide, soyons tous solidaires et particulièrement à l'écoute. Enfin, vous le savez, aujourd'hui, un train médicalisé a traversé la France pour permettre la prise en charge de patients graves en situation de réanimation des zones les plus touchées vers les zones les moins touchées par cette épidémie. Ce TGV sanitaire, opération totalement inédite en France, a permis le transfert dans d'excellentes conditions de 20 malades du Grand Est vers les Pays de Loire. Le train est arrivé, le déplacement s'est passé dans d'excellentes conditions et donc c'est une opération parfaitement réussie. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la pleine réussite de cette opération. Et comme vous le savez, ce TGV médicalisé vient de façon complémentaire à toutes les opérations qui ont déjà été effectuées, les opérations d'entraide internationale et européenne et les opérations de nos forces armées sur l'ensemble du territoire, dans le Grand Est, en Corse et dans nos départements ultramarins. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour prendre en charge les patients en France, les plus graves, de la façon la plus optimale possible dans ces conditions tout à fait particulières. Concernant la recherche, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a publié ce jour un décret qui concerne l'encadrement de la prescription de la chloroquine. Cela permet de garantir une poursuite du traitement des patients qui sont traités depuis plusieurs années pour une pathologie chronique par cette molécule, mais aussi ça permet, par un dispositif d'autorisation temporaire d'utilisation, de faire bénéficier certains patients atteints du coronavirus de cette piste thérapeutique. Notre stratégie est d'adapter rapidement nos décisions pour toujours mieux protéger les Français. Nous devrons respecter l'exigence scientifique pour toutes les décisions de traitement et tout faire pour soutenir et développer vite la recherche au profit des patients. Je vous remercie. Une question de l'APM. Des tests seront-ils disponibles en plus grand nombre pour tester les salariés des EHPAD et des services à domicile en cas de suspicion d'infection, afin d'éviter la propagation du virus chez les personnes âgées? Oui, vous savez que le ministre l'a annoncé, notre objectif est de multiplier notre capacité de tests. Nous avons acquis des automates permettant de faire beaucoup plus de tests. Dès la fin de cette semaine, 10 000 tests quotidiens supplémentaires, 10 000 tests encore supplémentaires la semaine prochaine. Nous serons donc entre 25 et 30 000 tests quotidiens. Il y a aussi des innovations importantes que nous surveillons de très près, en particulier les autotests ou les tests rapides, comme on l'a dans d'autres pathologies. Et puis il y aura, dans probablement peu de temps, dans 2 ou 3 semaines, on l'espère, une autre catégorie de tests très différente qui ne recherchera plus le virus, mais bien des anticorps. Et c'est un élément encore plus important, puisque si l'on est séropositif pour le coronavirus avec des anticorps protecteurs, cela veut dire que l'on est immunisé et que on peut être parfaitement mobilisé sur son lieu de travail sans risquer d'une part d'attraper la maladie, mais surtout sans risquer de contaminer les personnes les plus fragiles. Toujours pour l'APM, où en est la réflexion du comité d'experts scientifiques CARE sur l'utilisation des données de géolocalisation? Un avis va-t-il être rendu à ce sujet et si oui, quand? Alors, comme vous le savez, il y a 2 conseils auprès du gouvernement. Le conseil scientifique qui est saisi notamment de questions sociétales, avec des grandes questions qui traversent l'ensemble de la société française. Le comité CARE est beaucoup plus opérationnel, scientifique, technologique, avec une réponse rapide pour le gouvernement sur des innovations majeures. Donc c'est un filtre d'urgence pour savoir si telle ou telle innovation doit être favorisée, poussée et mise à disposition. Et donc ils ont commencé leurs travaux. Ils ont un énorme chantier devant eux qui est d'analyser les stratégies diagnostiques, les stratégies préventives, les stratégies thérapeutiques et puis les stratégies de type intelligence artificielle, innovation numérique. Et donc ils ont débuté leurs travaux et nous attendons d'eux qu'ils nous éclairent sur les perspectives possibles grâce aux nouvelles technologies qui sont très nombreuses dans ce champ. Une question pour RFI. Est-on certain que la perte d'odorat et de goût sont liées au Covid-19 et a-t-on vu cela en Chine et dans d'autres pays? Alors non, on n'avait pas vu ça auparavant et c'est une découverte des médecins français. Effectivement, ils ont décrit chez des sujets jeunes une perte totale de l'odorat, voire une perte totale du goût. Ces personnes sont testées positives, donc il y a bien une relation entre ces symptômes assez rares finalement et la présence du virus. Ce sont souvent des symptômes bénins, donc les gens ne faisaient pas forcément attention à ces symptômes, ils ne savaient pas qu'ils étaient contagieux, donc c'était une avancée importante.
Nos collègues chinois n'avaient pas noté ces anomalies. Par contre, d'autres collègues anglo-saxons et canadiens nous la signalent. Donc, les Français ont été les premiers à signaler cette particularité. De même que, comme vous le savez, nous avons décrit des formes, là aussi, atypiques chez les sujets très âgés qui ont moins de symptômes respiratoires et plus de symptômes digestifs. Donc, on en apprend chaque jour sur cette maladie, qui est une maladie nouvelle, qui atteint aussi de nouveaux territoires. Nous avons probablement des caractéristiques individuelles différentes, ce qu'on appelle le génotype. Nous avons des capacités, des susceptibilités génétiques et des réponses génétiques différentes à différentes infections. Et donc, le virus progressant de pays en pays, on observe potentiellement des tableaux cliniques différents. Une question pour Hospimedia. A-t-on des remontées de la mobilisation du secteur privé, lucratif ou associatif, en termes de lits et de personnel? Oui, il y a une mobilisation absolument remarquable. Et d'ailleurs, à chaque fois, je parle des hospitaliers, mais il faut inclure l'ensemble des professionnels de santé, du secteur médico-social, des intervenants à domicile, du secteur associatif. C'est une mobilisation totalement exceptionnelle, je crois, inédite sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a plus de différence entre le public et le privé, il n'y a plus de différence entre la ville et l'hôpital. Tous les professionnels qui sont auprès des personnes âgées, tous les professionnels qui sont auprès des personnes les plus vulnérables, des personnes vivant en situation de handicap sont mobilisés. Et on voit bien que, notamment pour la prise en charge des cas les plus graves, tous les établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux, les gros hôpitaux, les petites structures, tout le monde est mobilisé. Ceux qui peuvent accepter des malades graves les prennent partout, et ceux qui ne peuvent pas les prendre se proposent en soutien aux établissements de santé. Donc c'est vraiment un formidable élan de solidarité, de mobilisation pour aider au mieux les soignants et pour accompagner les patients les plus graves. Une question de l'opinion. Concernant le décret sur l'hydroxychloroquine, il se base sur l'avis du Haut Conseil de santé publique qui émet des réserves justement sur son utilisation. Pourquoi, dans ce cas, avoir adopté ce décret ? Il est totalement cohérent, c'est-à-dire qu'en pratique, il rappelle qu'il y a des indications et des autorisations de mise sur le marché pour des maladies graves. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler que les patients qui ont des maladies graves et qui nécessitent ce traitement doivent y avoir accès. Mais il encadre aussi l'accès à ces molécules dans des indications particulières, dans ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation, quand il y a, selon un collège de médecins, une indication à tester cette molécule. Et je vous le rappelle, plusieurs essais thérapeutiques sont en cours, au niveau international comme au niveau français, pour produire rapidement des connaissances sur cette molécule, pour savoir rapidement tout ce qu'on veut savoir en termes de prévention ou de traitement, sur son efficacité et sur son absence de dangerosité. Et évidemment, tous les pays du monde sont attentifs à ce que nous fassions des essais cliniques rigoureux pour produire des connaissances utiles à tout le monde et surtout utiles aux malades. Une question de France 2. Certains pharmaciens se demandent pourquoi avoir choisi Géodis pour la livraison de masques plutôt que de passer par les grossistes répartiteurs. Que leur répondez-vous ? Alors, c'est un choix qui a été fait pour aller vite sur la logistique. Vous savez que nous avons eu une réquisition initiale pour connaître l'ensemble des stocks sur le territoire national. Et ensuite, il a fallu rapidement faire en sorte que tous les destinataires aient des masques, que ce soit les agences régionales de santé pour le contact tracing, c'est-à-dire l'accompagnement des premiers patients et de leurs familles, les établissements de santé et effectivement les officines pour mettre à disposition les masques des professionnels de santé de ville. Et donc c'est un choix qui a été fait logistique, l'idée étant d'aller vite pour fournir l'ensemble des officines, mais comme vous le savez, il y a aussi des grossistes répartiteurs, et donc les grossistes répartiteurs vont aussi être utilisés pour nous aider, puisqu'ils connaissent encore mieux le maillage territorial. Donc il n'y a pas de choix politique, c'était un choix pragmatique qui a été fait par les experts de la logistique. Une question pour Libération. Quand va s'effectuer la prochaine livraison de masques et qui va assurer cette livraison ? Alors, il y a des livraisons en permanence puisque nous répondons très vite aux demandes des établissements de santé, aux demandes notamment des hôpitaux quand la vague arrive et qu'ils ont des besoins importants en masques. Et donc, ça, c'est des livraisons qui se font dans la journée. Et puis, nous sommes attentifs, effectivement, à fournir de plus en plus de masques aux professionnels de santé, de leur fournir en continu et d'adapter notre offre. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile, à la présence, au nombre de professionnels qu'il y a autour de l'officine. C'est un travail très important, très fin, qui permet d'avoir une réponse la plus adaptée possible au territoire. Donc, on est vraiment attentif au dernier kilomètre et à ce que la distribution soit adaptée aux besoins du territoire. Toujours pour Libération, est-ce que le décret sur la chloroquine interdit officiellement aux médecins de ville de prescrire du Plaquenil aux patients Covid+, est-ce aussi interdit aux pharmacies
de fournir du Plaquenil aux patients Covid+, venant avec une ordonnance? Non, il n'y a pas d'interdit. En France, les médecins ont le droit de prescrire dans le cadre de l'AMM ou hors AMM sous leur propre responsabilité. Il y a ici un cadre d'autorisation temporaire d'utilisation et il y a un troisième cadre qui sont l'ensemble des essais thérapeutiques en cours. Ces essais thérapeutiques ne sont pas que pour des patients graves de réanimation, ils sont aussi pour des essais de traitement précoce. Il peut même y avoir des essais en prophylaxie, en prévention. Donc tout ce qui rentre dans le cadre d'un essai déposé, accepté très rapidement en plus par l'Agence nationale de sécurité du médicament et par le comité de protection des personnes permet de proposer à des malades de tester l'efficacité de cette molécule, comme de d'autres molécules d'ailleurs, puisque plusieurs pistes sont testées actuellement, pour savoir très rapidement ce que l'on peut faire ou pas faire avec l'ensemble de ces pistes thérapeutiques pour les patients. Question pour AP. Quelles sont les conditions pour avoir accès à un test dans le cas du dépistage massif? Où en sont les autres traitements en cours compris dans les essais, hors Plaquenil? Alors, dépistage massif, vous savez que là encore, c'est une réflexion qui est en cours, puisque c'était notamment la réflexion de sortie du confinement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on va lever le confinement, il faudra savoir qui est atteint, qui a été atteint, et s'il n'y a pas de risque de recontamination de certains territoires par les simples flux de population. Je prends un exemple, si une région a très peu de cas aujourd'hui, lorsqu'on lève le confinement, les déplacements de personnes qui viennent de régions où il y a eu beaucoup de cas pourrait contaminer ce territoire. Donc on aura besoin effectivement de ces tests. Mais on aura aussi la possibilité d'avoir les deux types de tests que je vous ai décrits. Le test PCR qui permet de rechercher la présence du virus. Est-ce qu'on a des personnes peu symptomatiques ou asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentant pas de symptômes, qui peuvent être porteuses sans le savoir. Ou alors on pourra utiliser en complément la sérologie qui vous permet de savoir si oui ou non vous êtes immunisé contre le virus. Donc vous voyez que ça fait partie des stratégies qui vont d'ailleurs être analysé et testé par le comité d'analyse de la recherche, le comité qui est auprès du gouvernement et qui nous donne des indications sur la capacité de ces tests, sur leur sensibilité, leur spécificité, leur performance. Donc ça, c'est important que les Français sachent que nous disposerons de tests performants et en nombre suffisant. Donc c'est un travail qui va avoir lieu dans les 2 ou 3 prochaines semaines pour nous guider sur la sortie du confinement. Quant aux essais thérapeutiques, ils sont très nombreux. Tous les essais français sont en ligne. C'est là encore une innovation. Si vous êtes intéressé, l'ensemble des essais en cours peuvent être retrouvés sur le site du gouvernement, sur le site du ministère de la Santé, pour savoir toutes les molécules qui sont en cours d'exploration. Il y a des immunomodulateurs, il y a des corticoïdes en réanimation, il y a des antiviraux, il y a des antirétroviraux, il y a des antibiotiques, il y a l'hydroxychloroquine en association ou pas. Vous voyez qu'il y a énormément de molécules qui sont testées pour produire des connaissances scientifiques vite et proposer à des centaines de patients des innovations thérapeutiques. Une question pour France Info. Concernant le décret sur l'hydroxychloroquine, est-ce seulement pour les cas les plus graves ou pour tous les cas hospitalisés? Tout patient qui rentre dans un protocole avec l'accord de son médecin responsable peut être inclus dans un essai à partir du moment où on respecte le cadre de l'essai. Comme je vous l'ai dit, ça peut concerner des patients de ville, puisque certains professionnels nous proposent des essais en ville. Ça peut être des protocoles concernant des patients en stade précoce, en stade tardif, en réanimation. Donc il y a un panel important de différences, de propositions de traitement. Et donc là encore, c'est ouvert au public, c'est ouvert au privé. Tous les médecins peuvent décider de participer à un essai thérapeutique. Et donc on pousse, on encourage, on soutient la recherche tous azimuts sur les pistes thérapeutiques. Une question pour le généraliste. Les médecins en contact permanent avec des patients Covid-19 risquent-ils de contracter des formes plus graves du fait d'expositions répétées? Il n'y a pas d'argument scientifique particulier. On a des médecins qui maintenant sont des vrais experts de cette pathologie, qui la détectent très vite, qui font beaucoup de téléconsultations, de télémédecine, et c'est là encore une innovation importante. Donc il n'y a pas de connaissance particulière sur une exposition répétée, sinon que, comme on le dit à chaque fois, notamment pour la population générale, notre objectif est en permanence d'appliquer les mesures barrières, d'appliquer la fameuse distance d'1 mètre et d'appliquer la réduction des contacts. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que nous briserons les chaînes de transmission et que nous freinerons cette épidémie et que nous éviterons au maximum la saturation de notre service de santé, de nos hôpitaux. Une question pour CNews. Est-ce que la jeune fille décédée avait des antécédents? Si c'est le premier cas, à Paris, dans quel hôpital? CNews voudra en savoir plus sur le contexte de la maladie chez cette personne.
Nous n'avons pas de détails aujourd'hui, et puis comme vous l'imaginez, nous respectons l'immense douleur de la famille, mais je tenais à partager avec vous cette information, qui est une information importante, puisque comme vous le savez, les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares. Elles surviennent de temps en temps pour des raisons multiples, on le voit notamment dans certaines infections virales. Il peut y avoir des formes extrêmement sévères, exceptionnelles, et donc nous souhaitons participer à la production de connaissances d'une part, partager avec vous cette information triste, très triste, parce que voilà, c'est vraiment important que tout soit dit sur ce que l'on observe en France au jour le jour. Nous n'avons pas d'informations individuelles, nous n'avons pas d'informations permettant de lever l'anonymat. C'est évident que nous devons respecter la douleur de la famille, et donc je ne dirai pas plus sur cette personne, ni sur son histoire, ni sur le lieu du décès, et vous comprendrez bien pourquoi. Dernière question pour l'APM. Quand sera atteint le pic épidémique en Île-de-France ? Alors, c'est très difficile d'estimer quand survient le pic, puisque finalement, il y a plusieurs aspects qui interviennent. L'aspect de l'impact du confinement, puisque vous savez que nous entrons désormais dans la 2e semaine. Ce confinement a été à peu près total à partir de mercredi, donc on voit bien qu'on est désormais à un peu plus de 8 jours. Je vous ai rappelé que les personnes malades actuellement ont été contaminées avant la mise en place du confinement, qu'à partir du moment où on a mis en place le confinement, il y a moins de contacts, les gens sortent moins et donc ils se contaminent moins. Et donc ils vont être moins malades, nous l'espérons, la semaine prochaine. Et quand ils seront moins malades, ils iront moins à l'hôpital et moins en réanimation. Donc ça, c'est l'objectif de freiner cette épidémie et de limiter le pic, de limiter la saturation des hôpitaux. Donc nous espérons tous que les prochains jours seront certes difficiles, mais qu'ensuite, il y aura une amélioration, qu'il y aura une éclaircie. Et de toute façon, il y aura un jour une fin à cette épidémie quand nous aurons réussi à parfaitement appliquer nos mesures barrières, à parfaitement appliquer les mesures de distanciation et surtout quand nous aurons des éléments sur le niveau d'immunité dans la population.